Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Charles Faroche est un tout jeune confrère d'à peine 30 ans. Il a déjà un beau parcours et surtout une grande détermination qu'il met au service de nos seniors pour améliorer leur prise en charge. Il est salarié une partie de la semaine dans un service hospitalier gériatrique et il consacre l'autre partie de son temps au développement de Lovis, dont il est le cofondateur avec Edgar, son associé et ami. Charles, c'est un des rares chirurgiens dentistes spécialisés en gériatrie. Il s'est donné pour mission de réduire les inégalités d'accès aux soins et il souhaite également coordonner les professionnels du territoire et les mettre en réseau. Donc dans cet épisode, vous découvrirez comment il en est venu à se spécialiser en gérodontologie, vous apprendrez d'où lui vient sa fibre entrepreneuriale et avec Charles, nous avons parlé de l'état scandaleux des bouches de nos seniors en EHPAD, de fin de vie, de la revalorisation de la CCAM pour les personnes handicapées et aussi du fonctionnement de Lovis. De quoi vous sensibiliser à cette question préoccupante. Alors que fait-on de la santé bucco-dentaire de nos aînés ? Donc Charles, il y a 2 semaines, j'ai parlé de l'art et la manière de soigner les enfants avec Gabriel Dominici. Donc l'épisode sort juste aujourd'hui. Et avec toi, on va aborder un petit peu l'autre extrémité de la chaîne et on va parler un peu plus des seniors, et puis aussi des personnes dépendantes, parce que je pense qu'il y a quand même aussi un parallèle à faire avec les personnes, pas forcément seniors, mais en tout cas les personnes qui sont en situation de dépendance et de handicap. Donc toi, tu es tout jeune, hein, t'as 30 ans. Ouais. Et tu as déjà un super parcours. Et donc, tu t'intéresses à une discipline qu'on connaît peut-être pas beaucoup, qui est la gérodontologie. Et que tu aimerais bien voir émerger un peu comme une spécialité, ou en tout cas comme une discipline à part entière. Et tu t'es lancé dans un projet hyper ambitieux et qui va répondre à une vraie problématique de santé publique au travers donc de la plateforme Lovis. Ouais. Donc on va parler de tout ça. Toi, quand est-ce que tu as pris conscience de ce besoin énorme en prévention dans la tranche d'âge donc des seniors ? J'étais sorti de fac, pas encore thésé si je me trompe pas, et puis j'avais rejoint une association qui s'appelait Solidan, qui aidait des sans-papiers. Et puis comme j'entreprenais déjà un petit peu en parallèle de mes études et puis de ce début de carrière, entreprendre en tant qu'industriel, j'entends, j'étais un peu connu du dentiste conseil de l'ARS du Rhône, qui m'a dit, écoute, j'ai une mission, si ça te dit, sur 1 ou 2 ans, je peux financer un dentiste en mobilité dans les EHPAD. Je peux t'acheter une mallette, etc. Et puis tu vas dans des établissements. Et donc moi, ça me correspondait très bien pour y aller. C'était payé correctement, c'était une activité nouvelle. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allez, je me lance et on va voir. Et là, franchement, le premier jour a suffi, quoi. Hein. Le jour suivant, une confirmation. Le 3e jour, une confirmation. Je veux dire, le scandale, il est énorme. Le scandale sanitaire dans ces établissements, la situation, elle est catastrophique, quoi. Donc c'était à partir de ce moment-là, en gros, que j'ai pris conscience de la situation dans les EHPAD, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire que c'était un choix de carrière et qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Et donc j'entreprends de faire des choses dans ce domaine-là. Et pendant tes études, t'avais déjà
une vision de ce besoin, parce que finalement, c'est un sujet qu'on aborde peu dans les universités, la personne vieillissante dépendante. Non, pas du tout vu, moi. Je veux dire, bien sûr, on a dû en traiter, on a dû le traiter en théorie, mais bon, à partir de la 4, 5, 6, la théorie, elle passe un petit peu après, quoi. T'es dans le centre de soins, t'es dans ton quotidien, t'es un peu bercé et bordé par ça. Mais dans la gériatrie, c'est pas du tout, c'est même pas un service, à Lyon en tout cas, donc il n'y avait pas de service dédié comme on peut l'avoir en pédiatrie, donc il n'y a vraiment pas de reconnaissance, et puis quand t'es dans, enfin tu vois, quand t'es dans les études, etc. Donc c'est pas du tout un sujet que j'avais rencontré moi étant étudiant. Étant étudiant, en vrai, même sur la fin d'études, moi j'étais intéressé par plein de choses. En vrai, j'aurais pu faire de l'endo, j'aurais pu faire de la prothèse, j'aurais pu faire... je voulais faire de l'ortho, je me suis formé à l'ortho, au Cisco aussi. Enfin, c'est une école privée où on apprend 2 ou 3 trucs, donc je pouvais faire des traitements interceptifs. Enfin, voilà, j'avais envie de faire plein de trucs. Et puis en fait, la gériatrie, c'est une activité qui me plaît bien, donc je suis parti là-dedans, mais non. L'ortho, t'avais travaillé un petit peu en cabinet d'ortho ? Ouais, moi j'avais fait mon stage actif dans un cabinet chez une spé à Lyon. Donc c'est 6 mois en 6e année, le stage actif. Et j'avais été assistant quelques mois dans un cabinet aussi de spé un peu au sud de Lyon, où j'avais appris, je m'étais fait la main, enfin plein de choses, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais essayé de progresser pour être confortable avec les traitements que je pouvais proposer, quoi. Donc j'avais fait ce qu'il fallait en gros pour connaissant mes limites, et donc je m'étais un petit peu attaqué à ce sujet-là. Puis après la gériatrie a pris le dessus, et puis je touche plus à l'ortho. Et alors moi, donc il y a 2 choses qui m'interpellent un peu, c'est comment tu savais que l'entrepreneuriat c'était quelque chose qui t'intéressait. Parce que c'est pas, enfin quand on part en médecine ou en dentaire, on n'a pas forcément ça dans l'ADN, et on devrait, mais bon. Et aussi le côté, puisque tu parlais quelque part de mission un peu humanitaire, quoi. Donc, en tout cas humanitaire. Donc ça vient d'où ? Je pense que c'est complexe, hein. Là tu vas chercher dans les... En fait, l'entrepreneur, je pense que je le suis depuis toujours. Je veux dire, vraiment, même quand j'étais gamin, je me rappelle, ma mère, j'avais un livret A avec quelques euros, puis je vendais déjà un peu des vêtements de contrefaçon que j'achetais sur le dark web. Non, mais j'avais plein d'initiatives, de tentatives. J'ai fait plein de petites choses sur lesquelles, voilà, je doublais en gros ce que j'avais eu sur mon livret A durant mes années d'enfance. En première année de médecine, tu vois, je loupe ma première année de médecine, mais j'étais déterminé à monter une boîte à colle en ligne. Donc l'année suivante, je prends le major de l'année précédente, on s'associe, on fait des cols pour les étudiants, on remplit des cantines d'écoles à côté de la fac de Lyon. On faisait des cols, on a réuni plus de la moitié de la fac, plus de la moitié de la promotion de première année. Donc c'était, je sais pas, on avait des cols à 700 ou 800 personnes sur 1200 étudiants, et c'était dans des cantines des établissements d'école, dans les salles de classe le soir. Enfin, on avait négocié plein de trucs. Après, en 2, 3e année, 4e année, je me suis un peu plus dédié à mes études, parce que il fallait quand même que je passe un petit peu, même si je n'étais pas parmi les meilleurs élèves. Mais l'entrepreneuriat, si tu veux, c'est un truc de fond que j'ai depuis toujours, et je savais que je le ferais en parallèle de ma vie de praticien. Mais je me définis pas non plus que par l'entrepreneuriat. J'ai aussi une casquette un peu de soignant. J'aime bien, en fait, j'adore ce que je fais. J'adore être soignant, j'adore... je veux dire, mon quotidien de dentiste, je l'adore, et ça aurait pu être de l'endo, de la prothèse, de l'ortho, de la gériatrie, comme ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, parce que c'est la relation, voilà, j'aurais pu me passionner pour la technique, la paro aussi, je pense, hein, j'aurais pu me passionner pour la technique et ce qu'on fait au quotidien pour plein de spécialités différentes. Et puis après, l'activité humanitaire, en fait, je suis pas non plus l'abbé Pierre, j'ai juste ça en moi de me dire, il y a un service rendu. C'est un peu le côté du soignant aussi, c'est-à-dire quand tu fais ton soin, t'es quand même fier de toi à la fin, parce qu'il y a un vrai service rendu au patient, et c'est pas humanitaire dans le sens où t'es rémunéré quand même pour ça, mais t'as quand même une sensibilité à faire ça. Et donc sur la gériatrie, ce qui me plaît beaucoup, et ce qui a ce volet humanitaire fort, c'est qu'en fait le besoin est énorme. Je veux dire, c'est vraiment énorme. C'est pas,
On n'est pas sur, mais bien que, je veux dire, le besoin il soit individuel, c'est-à-dire des facettes pour quelqu'un, ça peut représenter vraiment beaucoup, et voilà, je minimise pas du tout ça. Mais là, on est sur un problème de santé publique qui va sur le besoin de soins minimum à assurer. Je veux dire, moi, mon travail, c'est de l'assainissement. Donc, on n'est pas sur de la technique de haute voltige. Moi, les gestes que je fais sont simples. C'est des avulsions, des détartrages, des soins de carie. Ils sont simples en apparence, mais je veux dire, la population, il faut quand même la tenir un peu. Voilà, c'est une activité qui a aussi sa complexité. Et donc voilà, sur le côté un peu humanitaire, pourquoi en fait j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, à l'entreprise, sur l'activité de dentiste, et puis sur cette volonté de faire bouger les choses dans ce domaine-là. Donc, Et tu as des modèles d'entrepreneurs ou de soignants qui t'ont donné envie de partir dans cette voie-là ? Non, c'est hyper rare. Soignants, moi je dirais même profession libérale, parce que je veux dire les avocats, les médecins, les chirurgiens dentistes, toutes les professions libérales entre guillemets mais même du soin ou pas du soin d'ailleurs, mais c'est très rare d'avoir des entrepreneurs de ce domaine-là qui réussissent, parce que je pense que les profils sont pas forcément ce qu'il est prédisposé à être là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en gros les vrais entrepreneurs. Moi, si j'avais suivi ma volonté d'entreprendre depuis le début et que je m'étais pas fait happer un peu par la médecine, etc., j'aurais probablement fait une école de commerce ou de la finance ou des trucs comme ça. C'est plutôt ces profils-là qui vont dans ces carrières-là. Donc en fait, humainement parlant, je pense, c'est la raison pour laquelle, en gros, il n'y a pas beaucoup. Tu vois, Doctolib, c'est pas des médecins à la base. Je veux dire, pour toutes les réussites, Dental Monitoring, Invisalign, tous les trucs qui nous concernent même au quotidien, ne viennent pas d'un praticien. Bien sûr, c'est associé avec des praticiens, mais l'entrepreneur, c'est pas le praticien. Le mec qui fait tourner le boudou, c'est pas lui. Et pourquoi médecine ? J'étais un peu un flemmard au lycée. Moi, j'ai redoublé ma seconde. Et puis honnêtement, la veille de mon bac, les profs marquaient sur mon dossier que j'aurais pas mon bac. Donc je suis allé à la fac, et puis la fac de toute façon j'avais toujours quand même voulu faire ça en fait, hein. Je serais pas parti alors j'aurais bien aimé faire des écoles d'ingé aussi, tu vois, Centrale, enfin des belles écoles d'ingé, c'est peut-être un regret que j'ai en fond, mais médecine c'est quand même enfin, je veux dire, c'est prestigieux, c'est passionnant, ouais. C'est de l'échange, l'activité, elle est libérale, t'es ton propre patron, enfin, dans la plupart des cas. Moi, c'est ça, en fait. Moi, à 18 ans, c'est ce que je voulais. Je voulais être mon patron, je voulais avoir un peu de sous, parce que c'est des professions, je sais, dans lesquelles si tu travailles, tu gagnes des sous. En gros, c'est ça, en fait, hein. C'est l'avantage de pas vendre ton temps en étant salarié, c'est-à-dire, tu fais des actes, tu bosses, tu gagnes des sous. Donc, en fait, avoir ce contrôle sur sa rémunération aussi, ça m'intéressait. Pas de patron, et puis la relation avec les personnes, moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire j'aime vraiment bien être dans mon rôle de soignant, quoi. J'ai l'impression d'avoir une valeur ajoutée sur, enfin tu connais ça aussi, mais c'est quelque chose qui me plaît, moi. Voilà. Et donc toi aujourd'hui t'as ta double activité, donc tu travailles dans un centre, enfin tu vas nous l'expliquer, mais en fait tu es salarié dans un centre qui gère des personnes âgées, dépendantes. Oui, tout à fait. Et j'ai cette activité d'entrepreneur. En gros, moi je suis salarié d'un centre hospitalier gériatrique, et à côté de ça, du coup, j'ai mon entreprise. En fait, j'avais pas le droit d'être... Alors, c'est pas que j'ai pas le droit, mais en gros, je pouvais pas avoir une activité de libéral si je voulais être éligible à un certain nombre de subventions pour le développement d'outils, d'algorithmie, d'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Donc, si je voulais en fait être éligible, ou que ma boîte soit éligible à ces sommes-là, j'avais pas le droit d'avoir une activité libérale. Donc, il a fallu que je trouve des postes salarié pour me nourrir, quoi, en attendant. Et donc j'ai travaillé effectivement ici. La subvention de l'ARS m'allait très bien aussi, parce que j'étais salarié du groupement hospitalier à ce moment-là, Nord-Dauphiné, donc c'est autre chose, mais c'est la même chose, quoi. Enfin, globalement c'est le même statut. Et là, donc le service dans lequel tu es et dont tu es responsable, et dans lequel tu es tout seul, pour l'instant, c'était une création où il existait déjà quelqu'un avant toi ? Il existait quelqu'un avant moi, mais c'est très
C'est faussement s'imaginer qu'il y a eu une passation. En fait, il existe des services dans des centres hospitaliers comme ça, où on a mis un fauteuil dentaire, ou alors dans des EHPAD même, il y a des fauteuils dentaires qui existent, mais ils sont vacants. C'est-à-dire qu'en gros, ça a été subventionné par l'État en disant ok, nous on a un besoin fort de dentistes, on va créer toutes les conditions pour qu'il y ait des dentistes qui viennent, et puis finalement les dentistes viennent pas. Donc en fait, il peut y avoir des fauteuils comme ça pendant 15 ans qui sont jamais pourvus. Inoccupés. Et moi, c'est un pur hasard en fait que j'ai pris la suite de quelqu'un quasiment dans la foulée. C'était assez exceptionnel, mais c'est le hasard. Mais tu crois que ces postes du coup qui restent inoccupés, c'est parce que les dentistes ne veulent pas les pourvoir ces postes, ou c'est parce qu'ils n'ont même pas connaissance que ces postes existent? En fait, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la méconnaissance et peut-être le manque d'intérêt pour cette spé, encore que je suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui aimeraient bien prendre en charge correctement les patients. Et il y en a plein qui le font, hein. En fait, c'est un mix de plein de choses. C'est-à-dire, déjà, la structure hospitalière, c'est pas une structure qui a vocation à vraiment faire tourner les choses. C'est pas du privé. On est déjà dans le public. Donc, en fait, peut-être qu'il y a un manque de communication déjà sur ça. C'est des postes qui sont subventionnés et financés par des ARS. Donc, on parle de projets qui vont au-delà de ce que le libéral il a l'habitude d'entendre. Le libéral, lui, c'est je vois un truc, le lendemain je l'achète, je l'ai le surlendemain, quoi. Je veux dire, on est dans la consommation, voilà. Donc il y a peut-être déjà cette fracture entre le public, entre guillemets, l'hospitalier, et le libéral, qui a ses contraintes de libéral au quotidien, qui évolue pas déjà dans les mêmes temps. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le fait que c'est une activité qui est assez peu rémunérée. Moi, par exemple, à titre d'information, donc ça, c'est très intime ce que je vais partager, mais j'ai pas de tabou du tout. Au début, la formule qu'on m'a proposée, c'était de me financer, moi, sur des échelons de l'hôpital. C'est pas quelque chose qui m'allait. Je pouvais pas être financé comme un hospitalier parce que honnêtement, j'ai des coûts, j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'argent. C'est pas beaucoup non plus, ce dont j'avais vraiment besoin, mais c'était un petit peu plus que ce qu'ils proposaient. Et honnêtement, quand tu démarres dans une activité hospitalière, je veux dire, faut être capable de l'assumer. C'est-à-dire, si tu as déjà des coûts qui dépassent les 1500, 2000 euros par mois, tu peux pas vivre. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre. Donc, tu peux pas faire de l'hospitalier si tu as déjà eu un train de vie de libéral. Et puis moi, j'avais fait quelques remplats, etc. Donc, j'avais déjà... Enfin, je veux dire, j'avais des crédits, quoi. J'avais mon logement, ma voiture, etc. Donc, il fallait que je monte un petit peu. Donc, j'ai réussi à négocier un contrat dans lequel je suis exploitant, en gros, du centre de santé, entre guillemets. C'est-à-dire, je suis salarié du centre de santé. Donc, je suis salarié par le centre hospitalier, mais par une structure intermédiaire qui s'appelle le centre de santé. Et là, je suis rémunéré un pourcentage de mon chiffre d'affaires, comme il y a dans tous les autres centres de santé dentaire. Tous les centres qu'on connaît, c'est une rémunération au chiffre d'affaires. Et donc l'intéressement là est... Tu as négocié combien, toi, de pourcentage ? C'est dans la moyenne, c'est entre 25 et 30%. Donc tu prends entre 25 et 30% de ton chiffre d'affaires, ce qui correspond à ce qui se fait et surtout ce qui peut se faire en matière de salariat. C'est-à-dire qu'en gros, t'as certaines disparités dans les centres. T'en as qui sont un petit peu plus payés que ça et un petit peu moins payés que ça. Mais c'est déraisonnable dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire si t'es un peu moins que ça, clairement, tu surpayes un petit peu l'absence d'activité administrative, de gestion, etc. Si t'es plus payé que ça, clairement, c'est le centre qui perd de l'argent sur son exploitation. C'est-à-dire les gens qui remplacent ton activité administrative et puis qui... Voilà, c'est... Donc en fait, c'est à peu près ce qui peut se faire et c'est ce qui se fait et c'est ce que moi j'ai aujourd'hui. Tu as une assistante dentaire au fauteuil ? Deux. Ouais. Ah, moi, j'ai une activité dédiée aussi, donc j'ai besoin des 2 assistantes. Ouais. Et t'as des frais de prothèse ? Pas énormément ? Ah si, j'ai 40% de mon chiffre d'affaires qui est généré par de la prothèse, à peu près 45. Et c'est après c'est essentiellement de l'amovible. Hein. J'ai dû faire un bridge, voilà, pour une personne, 2-3 couronnes sur l'année par exemple, pour te donner un ordre d'idée. Hein. Mais c'est essentiellement de l'amovible après. Et au niveau matériel, par exemple, tu pourrais faire de l'empreinte optique, ce genre de choses ? Oui, je suis en train d'en acheter une autre. Alors, j'en ai plusieurs, moi, mais j'en ai fait acheter une par le centre hospitalier, effectivement. Donc là, en ce moment, je suis en train de l'avoir. Je crois que je la reçois la semaine prochaine. C'est une i700. Ça, c'est une aide précieuse pour l'activité que tu as, non ? Ouais. Entre autres choses, parce que on peut faire maintenant ce qu'ils appellent les Stellit One Shot. Et donc, en fait, je peux... En fait, c'est le service rendu pour moi essentiel, c'est de limiter le nombre d'allers-retours des patients.
compliqué. Je veux dire, il faut les préparer, il faut les véhiculer, il faut les déplacer. Et puis les déplacer, même pour eux, c'est éprouvant dans un certain nombre de cas. Et donc, si on peut épargner ça, c'est un service rendu qui a sa valeur, quoi. Largement le prix d'une caméra. Ouais. Bah, il y a cette contrainte, mais il y a aussi la contrainte du temps passé au fauteuil. C'est des patients que tu peux pas garder 1 heure au fauteuil. C'est des séances courtes. Si. Oui et non, en fait. Parce que moi, j'arrive à faire des séances longues, justement, dans lesquelles j'essaye de tout faire. C'est-à-dire les caries, les détartrages, les chires. Enfin, j'essaye de tout faire, en fait, en une fois. Bien sûr, ça arrive, mais c'est assez rare que je doive décaler. Et bien sûr, je suis sensible. Pour ceux qui ont encore leur tête, quand ils me disent j'aimerais bien qu'on fasse en 2 fois, etc. Bah, évidemment, je veux dire, je suis pas là pour les contraindre non plus, mais en fonction du niveau de dépendance, du moyen de communication aussi, des troubles cognitifs, etc., bah, on arrive à adapter. Mais le service rendu, si tu veux, c'est pas... Je veux dire, quand t'anesthésies, si tu fais une carie et une extraction, je suis pas sûr que... En tout cas, les retours que j'ai des médecins coordinateurs et des IDEC sur les prises en charge, c'est qu'ils sont très satisfaits du fait qu'un aller-retour, c'est mieux que 2. Donc ça, moi, ça me suffit, je dirais, dans ma manière de prendre en charge. Si j'ai... Voilà, la suite, c'est sur la surveillance. Les gens qui me disent c'est très bien. Et même en amont des séances de soins. Donc, ouais. Et comme logiciel, t'es sur quoi ? Logos et puis ouais. Lovis, bien sûr. Ouais. Bah ça, on va rentrer vraiment en détail dedans parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais puis c'est le sujet. Ouais. Mais tu parlais de préparer les patients, de la distance. Toi, les patients que tu suis, c'est des patients qui peuvent venir de l'extérieur ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'essentiel de mon activité, ils viennent de l'extérieur. Donc je pensais que c'était des gens qui étaient hospitalisés et qui étaient déjà au sein de l'établissement. Alors, il y en a, bien sûr. Hein. Moi, les patients du centre hospitalier, là où je suis, sont prioritaires, dans le sens où, je veux dire, il y a une cadre ou une aide-soignante qui descend et qui me dit on a besoin d'un rendez-vous. Enfin, il nous appelle, mais on a besoin d'un rendez-vous dans la journée. On arrive à les caler dans la journée, on arrive à faire ce qu'il faut faire. Mais non, l'essentiel de mon activité, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Ah ouais. Donc c'est des patients qui viennent d'où ? Qui sont dans d'autres centres, qui sont dans des EHPAD, qui sont pris en charge par des SIAD ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a les EHPAD, c'est des établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc en fait là c'est médicalisé. Ensuite on a des résidences seniors qui sont pas médicalisées mais pour lesquelles le besoin est là. On a des USLD, donc c'est des unités de soins longue durée. C'est des gens qui sont là-bas pour diverses raisons, qui sont hospitalisés ou non, mais qui ont des besoins sur le long terme. Des services de soins et de réadaptation aussi. On a des gens qui sont en rééducation, mais qui sont en rééducation pendant longtemps et qui ont des besoins parce que, pareil, je veux dire, quand tu perds l'usage de ton épaule ou quoi que ce soit, que tu n'es plus capable de te brosser les dents, puis qu'on ne le fait pas à l'hôpital, enfin, tu vois, tout ça. On a des gens du domicile, alors encadrés ou non par des SIAD, donc avec des infirmières qui se déplacent tous les jours, voilà, ou alors par des organismes privés aussi, ou alors des petits-fils, des enfants qui se connectent sur la plateforme et qui disent on a un besoin pour mon papy, ma mamie, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis du coup on prend en charge aussi ces personnes-là, à condition d'être éligible à un certain nombre de critères. En fait, c'est là que moi je fais tant de mon activité, en gros, c'est ne prendre en charge plus que les personnes qui sont insoignables, entre guillemets, quoi. C'est les plus compliqués, quoi. Et donc c'est là, en gros, pour 2022 que mon activité tend. Et donc toi, tu es sur Lyon, donc tu draines un périmètre qui est très, très large. Ouais. Donc il y a un moment donné où t'as des limites, quoi. Tu travailles combien de jours par semaine ? Je travaille 2 jours. On est en train de voir pour en faire 3. Mais effectivement, oui, on a les limites qu'on a. Hein. Je veux dire, après, moi, c'est des délais qui s'allongent. Et donc, en fait, il faut trouver un bon rapport entre, je veux dire, rapidité de réponse. Parce que, tu t'imagines bien, mais quand tu es en gériatrie, quand tu dis à un patient, on t'appelle en urgence en te disant, il a mal, il souffre, etc., et qu'on lui donne un délai à 3, 4, 5, 6 mois, je veux dire, le mec, il attend de mourir, déjà. En plus, si j'ai pas d'outils qui me permettent d'analyser la situation à distance dans 5 ou 6 mois, il a un rendez-vous pour un bilan. Il n'a pas un rendez-vous pour que je fasse les soins. Je veux dire, je prévois pas la même durée. Et puis, je sais pas à qui j'ai affaire la plupart du temps, donc je peux pas le faire. Donc, je lui redonne un rendez-vous 6 mois après. Parce que, voilà. Donc, en fait, entre le moment où il m'appelle, il peut se passer de 6 mois à 1 an, quoi. Et le moment où il est pris en charge. Et en gériatrie, c'est compliqué, ouais. C'est déterminant. 1 an, c'est, je veux dire, entre la vie et la mort. Hein.
peut se Et passer puis ça. le confort de, enfin tu vois, c'est aussi bien vieillir dans des conditions décentes, quoi. On est au carrefour, il faut trouver, c'est mon ambition moi de carrière, hein, mais c'est de trouver le carrefour parfait entre prévention et rapidité d'exécution. En gros, c'est arriver à prévenir au maximum ces problèmes-là. Donc, d'ailleurs, en termes de politique d'entreprise, moi, j'essaye d'aller chercher les vieux avant qu'ils soient vieux, c'est-à-dire aller les chercher quand ils sont encore à domicile, quand ils sont accompagnés, quand ils sont retraités. Ça, voilà. Donc, c'est prévenir en fait au plus tôt ce genre de problème et pouvoir exécuter le soin le plus rapidement possible. Donc, c'est de trouver en fait à quel endroit il se situe ce carrefour-là pour chacune des personnes. C'est l'objectif en gros. Dans ton réseau, tu as des praticiens qui se sont spécialisés et qui travaillent uniquement en soignant les personnes âgées? Pas encore, on démarre, hein. Le réseau il est nouvellement constitué et il se constitue un peu plus chaque jour. On n'a pas encore de passage d'une activité omni à une activité gériatrique. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les premiers praticiens en fait qui ont rejoint et qui sont des praticiens relativement jeunes ont eu une activité qui est passée par exemple de 2 ou 3 patients, donc même pas quelques heures par jour en gros, à 2 jours par semaine. Donc en fait, ils ont la moitié de leur activité aujourd'hui qui est dédiée à la gériatrie. Donc en fait, il y a fort à parier qu'il y en a qui vont se spécialiser, bien sûr, pour les raisons que je t'avais déjà évoquées en off, mais c'est la rémunération qui est avantageuse, c'est l'organisation, et puis c'est surtout que c'est une activité qui est très riche, quoi. C'est comme la pédiatrie. Donc moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait d'autres praticiens qui se dédient à ça et qui trouvent en plus leur équilibre, c'est-à-dire est-ce que ça va être un peu de domicile, est-ce que ça va être un petit peu en hospitalier, est-ce que c'est full cabinet, est-ce que c'est... Enfin tu vois, moi j'ai absolument aucun doute sur le fait que... Mais, alors l'idée, ça serait aussi, enfin tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais ça serait de valoriser la prise en charge de ces personnes en cabinet, sans forcément passer à l'exclusivité, mais de la prise en charge en fait des personnes qui sont soignables en cabinet, et pour ensuite qu'il y ait peut-être à l'avenir des spécialistes qui prendront en charge les cas les plus compliqués. Et c'est l'idée aussi, tu vois, qu'on a évoquée avec Gabriel Dominici dans l'épisode, c'est que bon là, la pédo a pris un petit peu d'avance puisque en France, je crois qu'il y a 250 pédodontistes exclusifs. Malgré tout, ça suffit pas à gérer l'ensemble des enfants non coopérants. Et l'idée, ça serait aussi de donner envie aux omnipraticiens de traiter les enfants coopérants et pour pouvoir un peu désengorger les services ou les services hospitaliers ou les cabinets, quoi. De toute façon, on est entièrement d'accord, hein. C'est juste que c'est dommage, mais pour les portions handicap, etc., en fait, il y avait un raccourci qui était fait, qui était en fait, on n'a pas de dentiste, on n'en trouve pas, on n'en trouvera jamais, on envoie tout à l'hôpital. Mais à la différence près, d'ailleurs, si je peux rajouter ça par rapport à la pédo, c'est que l'effort, en gros, pour devenir un de ces 250 en France, c'est qu'il faut se déconventionner, quoi. Les 250 pédos exclusifs, je pense qu'ils sont déconventionnés tous, non ? Pas forcément. Pas forcément tous ? Après, ça reste compliqué par rapport à la nomenclature parce que il faut jongler entre travailler par secteur pour faire plusieurs actes. Il y a l'utilisation du Méopa qui est quand même vraiment très utile en pédo, peut-être encore plus qu'en gérodontologie, mais qui permet aussi de faire du NPC. Mais après, il y a la situation de handicap aussi, il y a la revalorisation, mais qui concerne peut-être moins d'enfants. C'est pas fait pour les enfants, hein. Elle est pas du tout adaptée. Enfin, je veux dire, il faut pas la facturer pour les enfants, à moins qu'il y ait un handicap, bien sûr. Mais je veux dire, elle n'a pas été montée pour ça. Elle a été montée pour les handicapés au sens large, mais handicapés quand même, et qui inclut la gériatrie. Et c'est en ça que c'est fondamentalement différent de la pédo pour moi, hein, mais c'est que cette revalorisation de la CCM, elle vient rendre
rentable, très rentable, cette activité-là. Et donc c'est une incentive, quoi. Forcément, ça va jouer dans la prise en charge de ces personnes-là. Et moi, j'en suis très content. Je sais que c'est pas toujours bien vu de parler de pognon quand on parle médical. N'empêche que, je veux dire, quand tu es libéral ou que tu as un cabinet à faire tourner, je veux dire, il y a un moment donné, c'est ce que tu disais sur tes tarifs de paro aussi, c'est tu as un cabinet à faire tourner. La question, elle reste en fond. Il y a un moment donné, il faut trouver une réponse, et c'est une réponse qui est mathématique, qui est comptable. C'est de dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, en gros, comptablement. Mais tu dois te poser à un moment donné sur ces chiffres-là et te dire, bon, bah voilà, mes coûts, mes revenus, mes dépenses, mes machins, et ça, c'est mathématique. Et donc, en fait, cette majoration, et moi, je suis très content qu'elle ait eu lieu, c'est vraiment une grande avancée, une belle réussite, mais ça va venir très fortement développer cette activité, j'en suis sûr. Donc là, on parle d'un acte qui a été développé, qui existe depuis quoi, 1 an ? Un peu plus, ouais. En gros, il a été un peu plus d'1 an ? Ouais, il a été à l'essai, à l'étude, à la construction pendant plus de 2 ans, 3 ans, je pense. Mais le code, tu peux nous le rappeler, le code de cet acte ? Ouais, YYYY 183. Et tu as le YYYY 185 sur toutes les séances qui sont plus de 2. Qui sont au nombre... Enfin, là, attends, d'accord. Les YYYY 185, voilà, c'est plus pour les actes prothétiques. C'est-à-dire, en gros, c'est tous les actes que tu fais en 2 fois, ou plus. Ok. Cet acte, c'est une majoration de 100 euros ? C'est une majoration de 100 euros par séance de soins et de 200 euros sur les prothèses quand c'est le 185. Et donc, qui s'ajoute à l'acte réalisé. Par exemple, un détartrage va se transformer... haut et bas va se transformer en 143, c'est ça, ouais. 38, je ne sais plus par cœur. Et ça, c'est vrai que ça change tout. Et quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer cette cotation ? Ouais, donc effectivement, c'est par séance de soins. Donc c'est systématiquement par séance de soins. Et donc effectivement, donc il y a cette majoration des 100 euros et les conditions, en gros, elles sont variables. Il y a une grille qui s'appelle la grille Apex, qui est, alors moi sur Logos par exemple, elle est systématiquement préchargée dès que je clique sur le handicap, mais elle fonctionne aussi sur les autres logiciels, j'ai vérifié. En gros, il faut que ton patient, alors il y a différentes catégories dans cette grille Apex là, avec des niveaux de sévérité de handicap. Et si ton patient répond à un niveau modéré ou majeur, eh ben, tu es éligible dans une seule de ces catégories-là. À minima, par exemple, il faut que le patient il ait besoin d'un accompagnateur au moment des séances de soins. S'il ne gère plus les factures, le paiement, tout son administratif aussi, c'en est une. S'il a des gros troubles de santé, type hypertension mal équilibrée, diabète, polymédiqué, etc. Donc en fait, à peu près tous les sujets qui sont résidents en EHPAD sont susceptibles d'avoir ça. Moi, j'ai quasiment personne, en gros, qui bénéficie pas de la majoration. Mais comment tu détermines ? Est-ce que c'est toi qui détermine s'il est éligible entre guillemets à cet acte, ou est-ce qu'il y a un papier officiel qui nous donne en fait entre guillemets l'autorisation de le coter ? C'est une question de libéral, ça, que j'ai régulièrement. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de dentistes libéraux qui se posent la question de savoir s'ils sont légitimes ou pas à coter ça. Beaucoup d'appréhension à coter cette majoration qu'ils ne comprennent pas forcément. Il y a plusieurs éléments de réponse. Je dirais que le premier, donc c'est toi qui crée ta légitimité, c'est-à-dire tu notes ce qu'il y a dedans et tu seras majoré et il y aura la prise en charge dessus. Donc en fait, il n'y a pas de papier entre guillemets établi par un médecin ou par l'État qui dit t'as le droit. Déjà. Ça, je pense que c'est un point énorme à éclaircir parce que pas plus tard qu'hier, j'ai eu un patient au fauteuil de 91 ans qui vient accompagné de sa fille. Éligible. Et ben, j'ai pas coté. En fait, on a tellement peur de se faire taper sur les doigts ou qu'il y ait quelqu'un qui je sais pas, qui voit en fait que c'est de la fraude ou je sais pas. Et en fait, je passe à côté, mais je peux te dire un nombre de fois incalculable. Je pense que, alors, il y a là-dessus, c'est important et ça, c'est mon point de vue d'industriel. Et pas forcément de dentiste, mais je vais y revenir là-dessus. Je pense que, si tu veux, l'assurance maladie
marque le coup en disant ok, on a une population qui est vieillissante, et moi c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est en gros les échanges que j'ai eus avec la CNAM, la CPM, etc. Ça m'a amené à penser ça. L'assurance maladie marque le coup fortement, c'est une volonté politique. Cette majoration, c'est une vraie avancée pour la prise en charge de ces personnes-là. De ton point de vue de dentiste, je pense qu'elle est préparée, elle le sait, cette institution, la CNAM, c'est, ok, les praticiens, il faut qu'ils facturent trop, quitte à ce qu'on ait un rétrocontrôle négatif. L'inverse, c'est pas bien. C'est pas bien. D'avoir des praticiens qui facturent pas assez, on en vient à se poser la question de savoir si même la motivation financière c'était quelque chose, alors qu'en fait t'as juste des praticiens qui osent pas de l'autre côté, alors que c'est tout ce qu'il faut faire. Si la CNAM, en fait, de son point de vue, et c'est ce qu'elle fait, moi j'étais au congrès de la SOSS l'an dernier, dans une conversation, il disait alors non, je vous apporte pas des super nouvelles, cet acte-là il a été coté que 10 000 fois sur l'année. Alors à titre d'information, c'est même pas une goutte dans l'océan. Elle te disait on comprend pas. Et on comprend pas. Et ça, c'était donc l'année dernière. L'année passée, c'était pareil. L'année suivante, ce sera probablement pareil. Encore que, moi, j'ai un rôle à jouer là-dedans et que je convainc de plus en plus à faire cette cotation. Je représentais 10%, je crois, des cotations ou un truc comme ça. Enfin, c'était aberrant que sur une année, moi, tout seul, je puisse représenter une telle proportion de la codification générale sur ces actes-là. Et même les gens qui sont dédiés, je veux dire, dans les hôpitaux, il y a des praticiens qui osent pas le facturer. Enfin, mais ça, c'est un autre problème. Mais dans les hôpitaux, il y a plein de praticiens parce qu'ils sont pas dans les mêmes logiques, etc., de réflexion, et qui facturent pas forcément systématiquement leur truc. Mais d'un point de vue industriel, si tu veux, là, il faut forcer les dentistes à le côté, quitte à ce qu'il y ait un rétro-contrôle de l'assurance maladie en disant oh là, qu'est-ce qui se passe là, c'est monstrueux, on a plein de gens qui prennent du handicap, qu'est-ce qui se passe, ça va pas et qu'ils puissent réagir dans l'autre sens en disant soit on diminue la majoration, soit on essaye de revoir les modalités de cotation. Est-ce qu'on va être un peu plus dur avec les dentistes en leur disant attendez les gars, il faut qu'il y ait un autre truc qui valide que c'est possible, etc., pour pas qu'il y ait d'abus en gros. Mais il faut que le rétrocontrôle soit négatif, et pas c'est pas à eux de venir vous chercher en vous disant écoutez les gars, maintenant vous pouvez le facturer, quoi. Ça va pas se passer, de toute façon ils le feront jamais. Donc Mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on s'en plaint beaucoup de travailler souvent à perte, mais quand il y a des actes qui existent, on s'en sert pas. Mais bien sûr. Regarde par exemple l'acte, la majoration de 20 € pour les patients sous cardégique. Alors bon, moi c'est un autre problème, mais c'est que on a installé Logos en fin d'année dernière. Et on n'a pas pu avoir la formation, donc on se débrouille un peu par nous-mêmes. Mais je le sais, mais j'arrive pas à le mettre en place. Je sais que si tu le mets dans les traitements, ça te le propose systématiquement pour chaque patient. Quand pas tu moi. Fais un acte. Ouais, voilà. Mais du coup, il faut le faire. Moi, l'ordinateur, il se met toujours contre moi, quoi. Ça, c'est un truc de fou. J'ai un vrai problème avec l'informatique, en fait. Non, mais c'est de la folie. Mais je vais y arriver. Non, mais toujours est-il que, effectivement, ces actes existent. Il y a une vraie raison et il faut pas vraiment, il faut le faire parce qu'effectivement, la sanction, ça risque d'être, il y en a pas besoin, on arrête, quoi. En fait, il y aura pas de sanction parce que je les vois mal, ils le retireront pas. Non, mais je veux dire la sanction par défaut, quoi. C'est ça, ça biaise. En fait, ça biaise leur vision. Ils se disent, mais attends, 100 €, ça doit pas être assez pour les dentistes. Ou alors, c'est quoi ces cochons de dentistes qui veulent même pas prendre en charge le handicap alors qu'on les paye grassement. Non, mais c'est un peu l'idée, quoi. En fait, de leur point de vue, ils se demandent, en fait, ils comprennent vraiment pas. Hein. On a des gens qui se disent, mais je comprends pas. On pensait que, on met la majoration à 100 balles et puis d'un coup, il y a tout le monde qui va débarquer. Ben, pas du tout. Pas du tout. Et si ça peut rassurer les praticiens, d'ailleurs, un des développements de la plateforme là à partir de février, c'est qu'en gros le medco ou l'infirmier ou les personnes qui sont référentes dans l'établissement vont cautionner et tamponner les éléments de la majoration. Donc en gros il y aura alors qui était pas obligatoire, mais moi elle coûtait rien, c'était pas compliqué à développer, mais ça va venir rassurer je dirais les personnes qui prennent en charge au travers de cette plateforme sur le fait que la majoration c'est ok, ça a été toléré par les gens qui sont là-bas au quotidien, qui les suivent tous les jours, ces gens-là, ça c'est le premier point. Et puis après, ça vient aussi cadrer l'activité pour que ce soit fait correctement et dans l'intérêt du patient, quoi. Bon alors explique-nous comment fonctionne l'OVIS. Par exemple, un praticien comme moi, qu'est-ce que je fais ? Eh ben,
Tu t'inscris. C'est aussi simple que ça. En gros, aujourd'hui, l'idée, c'était essentiellement juste de recréer du lien entre ces personnes-là et le chirurgien dentiste. Donc, l'outil de base qui est développé, c'est un outil qui permet d'établir des demandes de prise en charge auprès d'un praticien. Donc, en gros, toi, tu es dentiste, tu t'inscris sur la plateforme et tu vas renseigner tes informations, ton nom, ton prénom, ton adresse. Tu vas décrire aussi ton cabinet un petit peu. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que, je veux dire, tu es à l'étage 0? Est-ce que si on ouvre des grandes portes, il y a un brancard qui peut passer? Est-ce que... Voilà, tout un tas de choses de plateau technique aussi. Est-ce que tu as le Méopa? Est-ce que tu as une assistante dédiée au fauteuil? Est-ce que tu n'en as pas une seule? Est-ce que tu en as deux? Voilà, donc j'ai tout un tas de questions auxquelles il faut répondre. Et puis après, du coup, tu figures sur cette plateforme-là comme étant un des dentistes à qui on peut envoyer une demande numériquement. Bien sûr, pour le respect de la déontologie, on est obligé, nous, de référencer tous les praticiens. C'est ce que je te disais, à la manière de Doctolib. En gros, on est obligé de dire que tout le monde existe, parce que on peut pas être des gens qui orientons préférentiellement vers des praticiens. Ça, c'est pas toléré. Et donc, un des moyens de lever ça, c'est de référencer tout le monde. Et donc, on référence tout le monde. Simplement, toi, sur ton nom, il y aura un petit bouton qui dit demande de prise en charge, réservable en ligne, entre guillemets, quoi. Un peu à la même manière que Doctolib. Et donc, toi, tu reçois les demandes de prise en charge. Et les demandes de prise en charge, elles sont variables. C'est-à-dire, ça peut être... alors, le minimum pour établir une demande de prise en charge, c'est d'avoir tout le volet administratif. Donc... numéro de sécurité sociale, nom, prénom, date de naissance, s'il y a des tuteurs, curateurs, leurs coordonnées, les identifications, etc. Les traitements en cours, les antécédents en cours. Et toi, tu vas recevoir tout ça, tu vas étudier la demande de prise en charge et tu vas dire oui, non, je prends en charge. Si tu dis oui, tu peux donner des consignes en vue du rendez-vous. Ou pas, d'ailleurs, tu peux juste donner rendez-vous pour un bilan en disant c'est ok, je le prends en charge. Tu spécifies la date et l'heure et puis tu renvoies ça. Mais ça peut aller un peu plus loin. Tu peux exiger un bilan. Tu peux dire à l'établissement, maintenant, j'aimerais que vous poussiez un petit peu, que vous me fassiez un bilan bucco-dentaire parce que j'aimerais voir ce qui se passe et ce que je vais devoir faire en gros. Est-ce que ça va être des grosses extractions? Est-ce que ça va être... etc. Donc tu peux leur demander de faire des photos de l'intérieur de la bouche. Et donc tout ça, ils te les transfèrent. Et le bilan, bien sûr, il est chargé, c'est-à-dire ils vont regarder s'il y a des dents qui bougent, s'il y a des dents qui sont douloureuses, ils vont remplir aussi un schéma. Bon, la plupart du temps, c'est pas super bien fait, mais ça rend quand même le service qu'il faut. Ils vont te dire si ça sent mauvais, s'il y a de mauvaise haleine, s'il y a du pus, est-ce que c'est purulent, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que les gencives elles sont hyper gonflées, est-ce qu'elles sont pas hyper gonflées. Donc avec un langage qui est abordable, je dirais, au tout venant, mais qui, toi, peut te permettre de déjà préparer une séance. Tu peux te dire, écoute, d'après ce qu'il me dit, je vais pas prendre 20 minutes, je vais plutôt prendre 35 minutes, puis je vais me préparer à faire peut-être un soin de carie, une extraction, n'importe quoi. Voilà. Mais concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, de l'autre côté, la personne qui cherche une solution, donc ça peut être, est-ce que ça peut être un établissement? Est-ce que ça peut être un particulier, par exemple un parent, qui peut demander l'aide de cette plateforme? Tout le monde, et c'est gratuit. Aujourd'hui, nous, la stratégie de marché, en gros, d'acquisition, c'était plutôt d'aller voir les grosses enseignes, Coriandre, Moussevi, Orpea, les gros groupes d'établissements pour dispatcher vraiment dans tout, essaimer très rapidement la solution un peu de partout. Mais la volonté, c'est clairement d'aller sur le domicile. Et dans le domicile, on a déjà quelques essais et tentatives que moi, je suis en train de mettre en place. Donc, tout le monde peut le faire et c'est gratuit pour tout le monde. Donc en fait, il y a aucun frein à le faire. C'est comme une inscription sur Doctolib, à part si tu es, je veux dire, intimement opposé au fait de t'inscrire sur Doctolib. C'est la même chose en fait. C'est une plateforme web sur laquelle tu t'inscris et qui te permet d'établir des demandes de prise en charge. Mais Doctolib, pour le professionnel de santé, c'est payant. Pour le professionnel de santé, c'est payant. Et nous aussi, on est payant pour le professionnel de santé, tout à fait. La rémunération, elle vient du professionnel de santé et elle est dépendante du nombre de demandes de prise en charge que tu prends. C'est-à-dire, demain, tu es renseigné sur la plateforme, mais tu prends personne parce que tu n'as pas envie ou bien parce que, je sais pas, ou tu n'en as pas eu, tu ne seras pas facturé.
Après, tu es facturé un forfait qui va de 79 à 239 en passant par 139. Donc, tu as 3 forfaits payants qui dépendent du nombre de prises en charge que tu fais. 79 euros, c'est pour 1 à 4 prises en charge. 139, c'est pour 5 à 9. Et au-delà de 10, c'est 239 euros par mois. Par mois où tu prends autant de personnes. D'accord ? Si tu peux prendre 10 personnes un mois et ne plus en prendre le mois suivant, bah, tu seras payé 239 puis 0. Tu seras facturé. Voilà. Ce ne sont que des personnes qui sont éligibles à la majoration. Donc en fait, la rentabilité, si tu veux, elle est donc de facto présente. Mais en plus, dans le dispositif, si tu économises, je dirais, dans certaines situations, le fait de ne pas réaliser le bilan et de faire directement tes soins, c'est encore plus rentable par rapport à ce volet-là. Côté établissement, tout est gratuit, sauf s'ils veulent former des gens, on fait payer de la formation, et sauf s'ils veulent monter aussi en compétences pour acheter un peu de matériel. Donc on leur demande, nous on a une gamme de matériel qu'on propose, le minimum c'est quelques centaines d'euros, c'est un miroir rétro-éclairé et anti-buée, tu sais, donc avec la lumière et qui enlève la buée dans la bouche et qui permet de faire des photos, tu sais, des faces occlusales, comme on voit en photographie odonto, quoi. J'avais vu passer à l'ADF, je crois. Donc ça fait des belles photos, des très belles photos, honnêtement, c'est très très bien. Voilà, mais la finalité, parce que c'est à distinguer, je dirais, de la télémédecine à proprement parler, la finalité, on ne va pas demander au praticien de faire un compte-rendu médical. Donc en fait, il n'y a pas d'échange de monnaie, je dirais, sur l'analyse de ces choses-là. Donc on n'est pas sur de la télémédecine bucco-dentaire. Le vrai intérêt, c'est essentiellement de pouvoir optimiser sa prise en charge derrière. Donc en fait, c'est sur le temps de cabinet gagné, sur le fait de ne recevoir que des personnes que tu peux recevoir au cabinet, déjà, ça c'est le premier point, de recevoir que des gens dont tu as accepté les demandes de prise en charge, donc tu sais que tu es équipé, que tu as ce qu'il faut et que tu en es capable, éligible à la majoration aussi, et qui peuvent aller aussi jusqu'à ton cabinet, quoi, entre guillemets. Donc, Là, t'as un associé. T'es pas tout seul dans l'entreprise parce que non, tu vois, quand tu me parles de toute cette mise en place, je me dis waouh, c'est énorme le travail qu'il y a eu derrière parce que il y a toute la réflexion, il y a toute la communication avec les instances et avec les établissements. Il y a l'outil de l'algorithme, l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis évidemment pas tout seul. Mais je suis juste embarqué, je dirais, dans un écosystème qui est favorable à la fois dans l'antécréation de la structure, l'antécréation de la boîte. On a été accompagné, subventionné par la BPI, par la région, par d'autres organismes privés pour le développement sous forme de prestations des outils qu'on déploie aujourd'hui et qu'on a. Mais en post-création d'entreprise, on est toujours accompagné. Aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération, donc on est accompagné par des grosses instances, des gros privés, des gros publics, un peu de tout. Mais voilà. Moi, je suis associé à une personne qui vient d'une école de commerce et finance, en gros, une grande école de commerce de Paris. C'est lui qui est à la tête, je dirais, de toute la partie administrative, gestion, tout ce qu'il y a à faire sur l'entreprise. Moi, j'ai un rôle qui se détache un petit peu de tout ça progressivement pour vraiment devenir que directeur médical. Et puis là, on recrute. Alors, on a recruté en interne maintenant, donc on n'est plus sur de la prestation. On a recruté un développeur, on en recrute un deuxième sur le mois de février. Et en février, on constitue une équipe commerciale, donc d'environ 2 à 5 commerciaux. Donc, on est vraiment dans une phase d'accélération d'un point de vue financier, puis qui devrait déboucher sur une levée de fonds en fin d'année. Donc bien sûr, je suis pas tout seul, à la fois financièrement mais humainement, je suis embarqué dans un truc qui est beaucoup plus large que moi, ouais, bien sûr. Je pourrais pas faire ça tout seul. Comment tu l'as rencontré, ton associé ? C'est un copain de vacances. C'est un copain de vacances avec qui je m'entends depuis qu'on est petit, en fait, qui partage des valeurs humaines qui sont les mêmes que moi. Donc c'était ça essentiellement, parce qu'il a fallu que je justifie d'ailleurs beaucoup de fois quand on a demandé l'argent à des gens, pourquoi je me suis pas associé à un développeur, à un mec expert en intelligence artificielle, à des trucs comme ça, parce que ça avait, au regard en gros des gens qui financent, ça avait peut-être plus d'intérêt. Et la réponse a toujours été la même, ça n'a jamais empêché d'obtenir des fonds, mais ça a toujours été qu'en fait je faisais le pari du
du long terme avec un mec qui avait une autre valeur ajoutée. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas développeur ou quoi que ce soit. Ce mec-là, je sais en mesurer la valeur humaine, et c'est l'essentiel pour moi, en gros. Le reste, derrière, je veux dire, c'est du quotidien, c'est du travail, il n'y a rien qu'on puisse pas gérer, quoi. Donc voilà. Et donc là, tes semaines, elles ressemblent à quoi, en gros? C'est peut-être pas toujours le même schéma, mais... Si. Alors, ouais, non. Alors, le quotidien est pas du tout le même, sauf quand je suis au cabinet. C'est-à-dire, moi, je suis au cabinet mardi, mercredi, jeudi. Et donc, là, mon quotidien, c'est globalement toujours le même. Mais bon, même quand je suis au cabinet, j'intercale des rendez-vous, des visios et des machins que j'arrive à placer, parce que on arrive à faire plein de trucs en ligne aussi. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble mon mardi, mercredi, jeudi. Puis mon lundi et vendredi, c'est les directions médicales des grands groupes d'établissements, c'est pitcher l'idée devant AG2R, devant des grands groupes de mutuelles où je leur explique pourquoi, avec moi, avec mon idée, ils vont gagner de l'argent ou en économiser beaucoup, comment est-ce qu'ils ont intérêt à venir nous voir, etc. Donc c'est des échanges à la fois avec... c'est passionnant, quoi, parce que le quotidien il est jamais le même, quoi. Moi des fois je parle avec des aides-soignants, je veux dire je prends 2 heures avec des aides-soignants et puis le lendemain je suis avec le directeur médical du plus gros groupe d'EHPAD de France et d'Europe accessoirement. Il y a aussi des gens que tu dois ça a rien à voir et c'est passionnant, quoi. Je veux dire du matin au soir c'est ça. Et puis après, voilà, j'ai mes enfants le week-end et le soir et le matin. Et puis voilà, c'est ma vie. T'arrives à trouver justement du temps pour toi et du temps pour ta famille? Ouais, bien sûr. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de... c'est pareil de tous les passionnés, je pense, en gros. Hein. Quand tu fais un truc et que tu aimes ce que tu fais, tu as envie d'en faire le plus possible. Mais en fait, je pense que c'est un conseil, c'était le conseil d'un bon copain d'ailleurs qui était major en première année qui m'avait dit, tu sais, travailler de 7h du mat à 23h, ça n'a pas forcément d'intérêt. Moi, je travaille de 9h à 19h, tu vois, et après, je vais faire mon footing, je cours, je joue avec mes potes, je vais boire des coups, etc. Donc en fait, sur la méthode de travail et l'organisation, je ne crois pas qu'il y ait de valeur ajoutée à pas trouver de temps pour ça, tu vois. Donc en fait, je trouve du temps pour ça, et c'est là que je trouve mon équilibre, quoi. Ouais. Je joue avec mon gamin, je joue avec ma fille, je l'emmène quand je suis pas au cabinet et que je peux, je l'emmène à l'école, je les ramène, je fais le reste, hein, je fais à manger, les goûters, les machins, enfin la vie, quoi, en fait, hein, donc voilà. Mais bon, c'est... Pour toi, ça serait concevable pour toi d'envisager une carrière professionnelle, tu vois, au cabinet, enfin en tout cas que ça soit libéral ou salarié, et sans avoir autre chose à côté? Non, impossible. Impossible. J'adore ce que je fais, honnêtement, et je le dis tous les jours. Hein. Je veux dire, moi, il n'y a pas un jour... Mais les assistantes que j'ai sont absolument formidables, et je sais qu'elles écouteront cet épisode-là, donc ça, c'est un passage qu'il faut que tu mettes, parce que voilà, elles vont l'écouter. Elles sont géniales, et je veux dire, c'est un vrai plaisir pour moi d'aller travailler au cabinet. Vraiment, j'adore ce que je fais, et je suis vraiment bien, et c'est un vrai plaisir. Mais je ne pourrais pas... je veux dire, je fais quoi le lundi, vendredi? Moi, je peux pas aller jouer au golf, je peux pas aller jouer au tennis, je peux pas aller faire ça. Non, moi, j'ai trop d'ambition pour ça. J'ai envie de faire d'autres trucs, quoi. Et puis, honnêtement, les rencontres que je fais sur le chemin sont absolument fabuleuses, quoi. J'aurais jamais pu échanger avec des gens qui ont... Enfin, je veux dire, c'est des gens que je respecte pour ce qu'ils ont fait dans leur carrière, qui arrivent en fin de carrière, etc., et qui sont des mastodontes du domaine, et progressivement j'arrive à... Et puis il y a d'autres personnes, il y a aussi il y a des docteurs en intelligence artificielle, des gens qui sont passionnants au demeurant et passionnés, et donc en fait c'est trop riche en fait pour que je me prive de ça. Et tu crois que derrière il y a un besoin de reconnaissance que tu trouverais peut-être pas autant dans ton métier? C'est hyper philosophique comme question, ça. Est-ce que tu as quelque chose à prouver à ton papa? Est-ce que... Non, mais parce que c'est des questions que je me pose, et je pense qu'on n'ose pas se l'avouer parce qu'il y a un côté où on a l'impression qu'on rentre peut-être dans l'ego, mais je trouve que ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est que je pense qu'en fait... on a besoin, c'est un vrai besoin fondamental de trouver notre place, que ce soit dans la société ou même au cœur de notre profession. Donc c'est plutôt de cet ordre-là qu'un côté reconnaissance style star système, quoi. Je pense que je l'aurais pas mieux dit que toi, en vrai. C'est vraiment... Tu m'enlèves les mots, quoi. Il y a effectivement, il y a peut-être aussi le fait de l'épanouissement. Je veux dire, moi,
j'ai l'impression de vivre ma vie, en fait. Tu vois, j'ai eu cette conversation, je pense, le week-end dernier, où il y a 15 jours, j'étais chez mon oncle et ma tante, et on se posait la question de savoir ce qu'on ferait si on avait un peu de sous, pas non plus délirant, et qu'on devait mourir dans 3 ans, par exemple, ou je sais plus. Est-ce que tu préférerais mourir dans une semaine, ou est-ce que tu préférerais mourir dans 3 ans, et qu'est-ce que tu ferais si jamais, voilà. Moi, ma réponse, c'était que dans une semaine, ça me gênait pas du tout, parce qu'en fait, même si j'avais plus que 3 ans à vie, je suis vraiment pas sûr que je bouleverserais mon quotidien. Moi, je l'aime, tu vois, je suis épanoui. Et donc, ça répond peut-être à cette question, c'est de dire, c'est ça. Franchement, C'est-à-dire que ta bucket list, t'es en train de la réaliser, quoi. Ouais. Après, bien sûr, mourir le plus tard possible, parce que j'ai des envies de voyage. Enfin, ça, on va aborder le sujet, parce que c'est quand même une vraie question. Bien sûr. On est dans une société occidentale qui valorise énormément la tranche d'âge des actifs, on va dire 25, 65 ans. Et on sent vraiment que les extrêmes sont pas les mieux placés. Il y a des vraies questions à se poser. Et j'ai l'impression que des fois, nous, actifs, on vit un peu comme si on était dans l'éternité. Et comme si cette question de la vieillesse, on n'aurait jamais à la traiter, en tout cas pas pour nous. Et toi, qui vraiment côtoie, que ce soit les parents, les accompagnants et les personnes âgées au quotidien, t'en penses quoi par rapport à toi ? Est-ce que tu te dis, moi je veux pas de ça, moi t'as déjà écrit des choses ou pas du tout ? Alors non, mais là, la question, c'est la mort. Non, moi, j'ai pas écrit de choses par rapport à la mort. La mort, non, pas forcément la mort, parce que la mort, ça peut arriver à tout âge, mais cette question de vieillir et de devenir dépendant, et moi, je vois beaucoup de personnes qui sont très seules et qui souffrent énormément de solitude, alors que nous, on n'a pas une seule seconde et qu'on se plaint tout le temps de ne pas pouvoir se poser, de ne pas pouvoir lire, de ne pas pouvoir se détendre. Et pour moi, il y a quelque chose qui est pas logique, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui est pas logique. Après, moi, ma vision là-dessus, c'est... Alors, déjà, il y a... Effectivement, aujourd'hui, ce que je vois de l'établissement pour personnes âgées, c'est clairement, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y finir. Il faut tout sauf ça, quoi. J'en suis à me dire que si je peux mourir avant, ou que je peux essayer de faire en sorte de mourir avant, je le ferai peut-être, parce que vraiment je veux dire, c'est désolant, c'est terrible. Moi, en tout cas, c'est ma vision de ça, et c'est peut-être biaisé. En tout cas, elle m'appartient. C'est ma vision de ces établissements-là. Sur le volet de la dentisterie, pour en parler, c'est ma mission de carrière, moi, c'est de me dire, ok, si dans 40 ans je dois y finir pour X ou Y raison, parce que j'y arrive pas, ça, faut que ce soit réglé. Donc je finirai pas avec la situation bucco-dentaire des aînés que je suis en train de soigner aujourd'hui. C'est une certitude, en tout cas, je veux dire, voilà, je finirai pas ma carrière tant que ça, c'est pas un problème qui est réglé. Mon objectif de carrière, il est là, clairement. Par rapport aux autres volets que tu évoquais sur effectivement la solitude, tout ce qui relève de l'existence et de la prise en charge du senior, je suis pareil, très attristé. Moi, je trouve ça terrible. Je veux dire, c'est quelque chose effectivement qu'on regarde pas, qu'on traite pas, etc. Par contre, ma vision d'industriel aussi là-dessus, et tout ce que je vois en fait qui est en train de se passer autour de tous ces aspects-là. Je veux dire, il y a des entreprises à gros succès qui proposent des crèches dans les établissements, qui proposent des lignes en permanence sollicitables avec des algorithmes. Alors on sait pas forcément qu'on parle à des robots ou pas, mais il y a des trucs il y a des trucs absolument fabuleux qui sont en devenir et qui ont de très bonnes chances d'arriver pour quand toi tu y seras ou quand moi j'y serai. Et donc en fait je me dis que ce qu'il en est aujourd'hui ne sera, mais ça c'est certain par contre, ne sera pas ce qu'il en sera dans 10 ans. Ce ne sera pas la même chose dans 10 ans, et ce sera fondamentalement différent, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des choses qui vont changer, qui ont un réel impact, c'est-à-dire, bien sûr, peut-être que les aides-soignants seront toujours payés autant, et bien sûr, peut-être que
l'établissement sera toujours sous-doté et qu'il y aura toujours ces difficultés du public, etc. Encore que, on peut espérer, hein, l'espoir fait vivre. Mais d'un point de vue industriel, l'environnement dans lequel on va vivre, il faut pas oublier que ces gens qui sont en EHPAD, je veux dire, quand ils sont nés, il n'y avait pas de téléphone portable, quoi. Je veux dire, non mais on parle de trucs là, je veux dire, donc imagine-toi ce qui va se passer. On peut même pas entrevoir ce qui va se passer. Enfin, moi je vois par exemple dans mon domaine pour l'algorithmie, ils imaginaient en 2015 être là où on en est aujourd'hui en 2040. Donc, je veux dire, les consensus de docteurs en intelligence artificielle, des plus grands experts disaient qu'il faudrait 20 ans de plus. Il a fallu 5 ans. Donc, en fait, je veux dire, on ne peut pas s'imaginer quel sera le monde de demain, quel sera l'EHPAD de demain, quel sera l'EHPAD dans lequel toi et moi on pourrait finir si jamais on est fini. Non, mais après, moi je suis partagée parce que je me rends bien compte que l'intelligence artificielle, on n'y coupera pas, et que 2, ça va apporter des choses certainement extraordinaires, mais j'ai du mal quand même à me projeter dans un avenir où l'intelligence artificielle risque de prendre le pas sur l'humain, quoi. Si je peux moi je reste très humble par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, plus j'avance et plus j'ai l'impression qu'on peut même pas s'imaginer ce qui va se passer. Il y a les fantasmes mais ils existent depuis 20 ans, hein. Les fantasmes, je veux dire, Matrix, je sais pas quand est-ce que c'est sorti ces trucs-là. Enfin, tu vois, il y a Star Trek ou machin, il y a des fantasmes qui existent un peu depuis toujours sur la voiture volante, le robot qui va parler, humanoïde, etc. Je pense qu'il faut relativiser, peut-être à l'échelle d'une vie déjà, la nôtre, ce qu'on va pouvoir voir aussi. L'IA aujourd'hui, elle en est à ses applications les plus sommaires, avec des utilités. En fait, déjà, il y a des choses, on ne va pas pouvoir y échapper. Enfin, je veux dire, c'est indépendant de nous, c'est une vague qui arrive et qui est beaucoup plus grosse que nous, beaucoup plus forte que nous, régie essentiellement par le capitalisme. Enfin, c'est le pognon qui dicte tout ça, quoi, hein, qui dit où est-ce qu'on va et comment on y va. Franchement, je ne sais pas si même... personnellement, en freinant, on pourrait faire quelque chose. Donc déjà, tu vois, moi, mon point de vue, c'est ça, en gros, c'est de dire, bon, ben voilà. Tu sais, moi, mon objectif de carrière, c'est d'améliorer ça sur le bucco-dentaire. Je suis pas sûr qu'en 40 ans, je puisse faire énormément de choses non plus, tu vois. Donc, les choses avancent, mais elles avancent aussi à un rythme qu'on peut pas... Enfin, je veux dire, on a un contrôle qui est très relatif, même sur le rythme auquel les choses avancent, hein. Je sais pas, c'est des sujets, ça c'est des vrais sujets. C'est des gros sujets. Ouais. Après, t'as vu des modèles de pays qui étaient un petit peu plus en avance que nous sur ce sujet, ou globalement on en est un petit peu tous au même niveau? Sur la gériatrie ou bien oui. Sur le... Ouais. Il y a les pays un petit peu... il y a les pays du Maghreb dans lesquels c'est moins une problématique que nous. Et il y a les pays du Nord, la Suède et la Norvège, où en fait la prise en charge du vieux, mais d'une manière globale, est pas la même que nous. C'est-à-dire le rapport au vieux est pas le même que nous. Et donc en fait les problématiques qui y sont liées, et donc les problématiques du bucco-dentaire en font partie aussi, sont pas les mêmes que nous. Et donc en fait mais c'est culturel, quoi. C'est des mouvements qu'on pourrait pas changer même si on le voulait demain chez nous. Voilà. Mais culturellement effectivement c'est différent, et donc en fait le terre à terre, le quotidien est différent. Donc, mais ils sont meilleurs que nous, pour tout un tas d'autres sujets aussi, hein. Enfin, les pays du Maghreb, c'est vraiment là pour le coup vraiment culturel, quoi. C'est très culturel. Ouais, bien sûr. C'est eux qui prennent en charge leurs vieux. Enfin, les EHPAD, c'est inconcevable, quoi. Tu dis que ça peut pas changer. En même temps, c'est quand même des modèles dont on peut largement s'inspirer. Et c'est quand même des questions qu'on se pose parce qu'on est tous confrontés à des parents qui vieillissent. Et on n'a pas tous envie de se débarrasser. C'est de ses parents. En tout cas, de moins en moins, ouais. Donc, même si on n'a pas forcément envie de les prendre en charge à la maison, parce que ça implique tellement de changements et tellement familialement, au niveau du couple, c'est compliqué. Mais en même temps, on a envie aussi de profiter d'eux et d'une manière qualitative jusqu'au bout. Ouais. Après, moi, dans ma vision du couple français aujourd'hui, je me vois mal, par exemple, récupérer ma belle-mère dans 20 ans, tu vois. Non, je plaisante. C'est de blague à part. Tu veux qu'on coupe mais ça ? je suis entièrement d'accord avec toi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%. Ça peut changer, c'est sûr. Je suis pas devin, moi, ça c'est sûr. Donc, Et toi qui es en première ligne aussi et qui dialogue beaucoup avec les instances
entre guillemets, qui nous gouvernent. Pour eux, tu sens que c'est un vrai sujet de préoccupation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors la gériatrie, mais le sujet du bucco-dentaire aussi, c'est des vrais sujets de préoccupation. Après, moi, je leur reprocherais toujours leur lenteur d'exécution, mais non, c'est un vrai sujet. Je veux dire, à titre d'exemple, par exemple, les ARS, donc les ARS qui sont un peu les représentants de l'assurance maladie, mais par territoire. Alors pour le bucco-dentaire encore, on définit les objectifs de financement. En gros, les ARS donnent du pognon aux établissements qui hébergent des personnes âgées en leur disant, bon ben voilà, vos missions, on vous donne du pognon, c'est de gérer ça, c'est de gérer les couches, la toilette, le machin, la solitude, ces machins, etc. Donc en fait, ils ont des missions avec des enveloppes qui sont attribuées. Le premier objectif, c'est améliorer la santé orale de tous les objectifs. C'est améliorer la santé orale. Donc c'est un vrai sujet politique, d'instance. Celui-là, c'est le sujet numéro 1, en gros. Hein. Mais essentiellement parce qu'en fait, alors tout a du retard, je trouve que tout est lent et tout avance pas dans ces trucs publics. Moi, ça me rend fou, et c'est vrai partiellement. Mais c'est le premier, essentiellement parce que le retard, il est encore plus important que tous les autres, quoi. C'est un vrai scandale. Je veux dire, moi, je pourrais montrer des clichés de mon quotidien. Tu te dis, mais comment c'est possible de laisser des gens avec des bouches comme ça? C'est tous les jours. Et on se dit, mais... Et moi je veux dire, c'est pas mon métier, entre guillemets, de laver les dents. Mais il y a des fois, je prends une brosse à dents, je le lave, je prends l'appareil, je le nettoie complètement et je prends le temps qu'il faut, quoi. Je veux dire, je le ferai, je le machin, parce qu'il y a des moments où je me dis, c'est juste pas possible, quoi. Mais c'est des vrais sujets, voilà. Pour répondre à la question, c'est des vrais sujets. Et donc voilà. Et le dialogue, il est facile avec des gens qui sont plutôt dans la bureaucratie que sur le terrain? Il est facile. J'aime pas trop dire qu'il est facile. En gros, le dialogue, c'est 2 personnes. Donc, en fait, si tu as une personne qui écoute et une autre qui s'exprime bien, etc., le dialogue, il est facile. Les gens dans les bureaux... Enfin, moi, j'ai dû revoir ma manière de dialoguer avec eux, ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu un chien fou, quoi. Je veux dire, j'arrivais et je disais, c'est pas possible. Et puis, tu sais, t'es dentiste, donc si tu veux, t'as une sensibilité à ça qui est peut-être plus importante que... Donc il a fallu que je revoie la manière que j'avais de m'exprimer avec eux sur cette problématique-là, ça c'est certain. Donc avec des mots qui sont forts, mais qui sont mesurés. Donc j'essaie de... Voilà. Donc le dialogue, il a pas été facile, il est facile maintenant parce que j'ai été capable de revoir ma manière de m'exprimer, et puis parce que je sais les limites de ce que je peux obtenir de ces personnes-là. Et donc en fait, au début j'arrivais, je criais un peu et je disais c'est un scandale, c'est n'importe quoi, et puis il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il faut y aller à fond maintenant parce qu'il y a un moment donné on n'a plus le temps, là c'est déconnant, je veux dire, il y a des gens qui claquent avec des douleurs dans la bouche, moi j'ai des patients qui perdent 15 kilos, d'accord, je les vois une fois 50 minutes et ils reprennent 8 kilos. Donc en fait, c'est juste, on va au-delà de la prise en charge bucco-dentaire, nous, je veux dire, c'est de la nutrition, c'est plein de trucs, quoi, je veux dire, dans le quotidien de ces personnes-là, c'est ce que je te disais en off, quoi, il n'y a pas une semaine où, je veux dire, on n'a pas des cadeaux ou des trucs comme ça, ou des remerciements en disant, mais merci, quoi, enfin, je veux dire, voilà. Donc effectivement, par rapport à ce discours-là, parce que je m'éloigne toujours, mais par rapport à ce discours-là, il n'a pas été simple au début. Il l'est de plus en plus, mais parce que j'ai appris à comprendre quelles étaient les limites de ce que je pouvais dire et pas dire et comment il fallait le dire, quoi. Et pour revenir sur la plateforme, ouais. Est-ce que y a une mise justement, là tu parlais de pluridisciplinaire avec la nutrition, avec pas mal d'autres équipes. Est-ce que l'Office va permettre ou permet déjà de mettre en relation différents corps de métier ? Ouais, tout à fait. En fait, c'était une vraie volonté parce qu'en fait, quand tu prends en charge des vieux, tu te rends compte qu'en fait, ton intervention, elle doit aller au-delà de ton cabinet. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es omnipraticien, ou pédo d'ailleurs, c'est valable, mais la pédo, en fait, ton échange, il va être avec le parent, avec l'enfant bien sûr, mais tu vas aussi avoir cette notion de responsabilité vis-à-vis du parent. Donc tu partages un petit peu les éléments de ton quotidien en pédiatrie, de ton quotidien avec l'enfant, sur l'enfant, avec ses parents aussi. Donc tu partages ça parce que la responsabilité est partagée, parce que la notion de ce que tu fais avec l'enfant, etc., doit être transmise aussi aux parents. Donc il y a cette notion de responsable. En omnipratique, tu arrives, tu as ton patient, je veux dire, tu le reçois, tu échanges avec lui, il repart, fin de l'histoire. C'est terminé, je veux dire, c'est comme ça. Enfin, je veux dire,
Voilà, t'as ton temps d'échange avec lui, ton temps de soin, et puis il revient s'il a besoin, s'il a envie, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. En gériatrie, il y a de nouveau l'introduction d'un responsable légal, dans la plupart des cas. Et donc, en fait, ton intervention, elle doit aller au-delà du cabinet. Parce que il y a effectivement ce volet responsable légal, c'est-à-dire celui qui engage des mesures pour le senior, alors qui n'est pas toujours là, mais dans la plupart des cas, il est là. Mais il y a aussi tout cet environnement médicalisé autour du senior. Et en fait, ces personnes-là qui prennent en charge au quotidien les seniors doivent être au courant des interventions que tu fais. Donc en fait, ton intervention, au-delà du cabinet, elle doit avoir un compte-rendu qui va être transmis à une équipe de soignants. Et déjà, ça peut être perturbant au début en pratique. On se dit, un compte-rendu, je ne fais pas de compte-rendu, pourquoi je ferais un compte-rendu, tu vois? Si, parce que derrière, il y a une prise en charge médicalisée. Et donc l'OVIS aussi, donc ça a toujours été l'intention de l'OVIS d'intégrer en fait le chirurgien-dentiste dans cette équipe pluridisciplinaire de l'hôpital, que ce soit avec des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, mais aussi avec des orthophonistes, des diététiciens, des kinés, des gens qui prennent en charge au quotidien. Et donc moi, je développe des partenariats avec des grands groupes qui s'appellent Nutrisens, Saveur et Vie, etc. Et je fais évoluer mon produit pour qu'il puisse bénéficier aux diététiciens, à l'orthophoniste, à les troubles de la dysphagie aussi. Je veux dire, nous, on est là en tant qu'acteurs, on peut calculer un potentiel masticatoire, et ça, c'est autant d'éléments d'information qui vont bénéficier à l'orthophoniste, au diététicien, nutritionniste, etc., qui vont pouvoir adapter la texture de l'alimentation aussi. Et ça, c'est déterminant. Sur le volet nutritif, je veux dire, par contre, on a une incidence qui est... je veux dire, nous, notre intervention, elle est là surtout dans le dépistage, la prévention et l'aide. Bien sûr, diététique, nutrition ou orthophonie, c'est des métiers aussi. Et donc, on apporte juste notre pierre de communication en fait à ces corps de métier. Donc, effectivement, l'OVIS fait ça. L'OVIS, c'est un outil qui est à la disposition de tous ces acteurs de santé et qui vient juste potentialiser l'action du chirurgien-dentiste et le réintégrer en fait dans la prise en charge globale. Que le dentiste soit plus un exécutant libéral un peu isolé dans son coin sur cette prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est vrai. Et je pense aussi qu'on a tendance à largement sous-estimer la place prépondérante qu'on a au sein de tout ça, le dépistage qu'on peut faire. Et je pense que, tu vois, pareil, on en parlait, je fais beaucoup de parallèles, mais on en parlait parce que c'est frais aussi, de tout ce qui touche à la maltraitance. Et je pense que là aussi, il y a moyen de pouvoir alerter les autorités publiques si on a un doute. Toi, ça t'est arrivé ? Une fois, ouais. Une fois, moi j'ai été sensible à ça et puis j'avais fait la formation de l'ordre aussi, tu sais, sur les violences faites aux femmes. Oui. Parce que du coup, quand j'étais étudiant, je me rappelle, j'étais en 4e année, je crois, donc je venais d'arriver au centre de soins. Donc tu sais, t'as tes quotas, tu dois faire un certain nombre d'endos, un certain nombre de machins. Donc j'avais une patiente avec qui je pouvais faire enfin mon quota d'endo, donc j'étais hyper concentré sur j'ai une endo, il faut que j'aille voir mon prof, etc. Et je me rappelle être allé voir un prof, un vieux d'ailleurs, très très sympa. Et puis je lui explique un peu la situation, je lui dis elle est tombée, elle s'est cassée des dents, il va falloir que je dévitalise, etc., etc. Et puis il me regarde et puis il me dit est-ce que tu es sûr qu'elle est tombée? Je dis c'est ce qu'elle m'a dit. Il me dit mais est-ce que tu lui as demandé comment elle était tombée, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à aller chercher, tu vois? Et je me rappelle avoir été déjà, si tu veux, c'est dans son bureau, c'était un peu choquant. Je veux dire, ça m'avait choqué, ça m'avait fait l'effet d'un choc en me disant putain, mais c'est vrai, je suis concentré sur mon endo, mais j'ai pas fait mon interrogatoire correctement. Ce qui t'avait choqué, c'est de pas y avoir pensé par toi-même. Ouais. Mais bon, après, t'as la tête dans le guidon en 4e année, tu penses qu'à tes quotas parce que t'as la pression, etc. Puis quand tu tombes sur un prof en plus qui prend le temps et qui est généreux et qui est gentil, etc. Donc ça fait l'effet d'un premier choc où tu te dis merde, il s'est peut-être passé un truc sur mon interrogatoire, ça allait pas, et voilà. Puis je suis là pour apprendre en fait, et donc c'est premier choc. Et deuxième choc, il me dit écoute, je vais venir avec toi et puis on va voir ce qui se passe. On va discuter. Et puis on discute avec elle, puis elle fond en larmes, etc. Puis elle nous explique qu'en fait elle est cognée, elle est frappée régulièrement par son conjoint, je me rappelle. Et je veux dire, ça m'a fait l'effet d'un choc, je veux dire, qui restera à vie, dans la manière que j'ai de prendre en charge les femmes en général, mais les hommes aussi, maintenant les vieux, parce que voilà. Et donc, après, je reste humble sur ma capacité à le diagnostiquer. Puis en gériatrie, c'est extrêmement compliqué. Les troubles cognitifs sont importants. Mais il y a des signes quand même qui sont évocateurs auxquels je suis très sensible. Moi, par exemple, quand ils arrivent et qu'ils sont en short ou qu'ils sont en t-shirt ou en débardeur ou n'importe quoi, j'ai vite fait de regarder, quoi. Et c'est un truc, dans l'examen que je fais maintenant, tu vois, c'est bizarre, mais je regarde tout le temps. Je me dis, tiens, mais je le regarde globalement, quoi. Je le prends pas. Mais bon, après ça...
je pense pas non plus que la plateforme vienne aider au diagnostic, mais c'est juste que dans la prise en charge, c'est une sensibilité que j'ai en gros. Ouais, et ouais. que, voilà. Non, ce que je voulais souligner, c'est qu'on prenne tous conscience Ouais. qu'on n'est pas juste des techniciens de la bouche, quoi. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça, c'est un travail de fond à mener Ouais. qui est très important. Mais après, ça, je te dis ça, la volonté de la plateforme à terme, c'est plus traiter que de la gériatrie, c'est aussi de traiter de tout le monde en fait. Hein. À terme, ce que j'aimerais, moi, c'est que la plateforme devienne le moyen d'échange, en gros, entre les patients et leur chirurgien dentiste. Par exemple, tu vois, les cas d'usage, c'est ça, mais j'avais un copain, moi, qui a pensé à m'envoyer une photo quand il s'est cassé une dent, il faisait de l'escalade, il s'est pété une dent, et puis il m'envoie une photo. Et puis en fait, il était juste paralysé sur comment il pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc la volonté à terme, ce sera ça, donc il n'est pas exclu qu'on puisse faire des trucs beaucoup plus pluridisciplinaires, beaucoup plus larges, beaucoup plus... Enfin, bref. Ouais, et puis là, on a évoqué presque exclusivement la personne âgée dépendante. Moi, j'ai quand même une question où tu n'auras peut-être pas de réponse, mais c'est la personne âgée autonome qui on va pas pouvoir justement bénéficier de la valorisation, mais néanmoins qui demande aussi beaucoup de temps parce que souvent des traitements pour des pathologies chroniques. Souvent difficulté à rester en position allongée quand tu les allonges. Alors David Blanc m'écouterait, il me dirait qu'il faut travailler sur une table et qu'il ne faut pas allonger les gens. Donc David, je sais. Et je suis en train de réfléchir à une organisation, un changement de mon matériel. Mais en tout cas, la position des fois allongée de se relever qui provoque des vertiges, la difficulté... ils ont toujours souvent envie de déglutir, tu vois, dès qu'il y a un peu trop d'eau, ils ont l'impression de s'étouffer. Enfin, il y a quand même des points communs et qui fait que ça nous facilite pas la tâche. Mais il y a pas de... Là, on va sortir des clous, quoi. Ouais. Alors, oui et non, parce que... c'est-à-dire, en gros, la personne... Oui, en fait, c'est juste... Oui, on sort des premiers clous. Si c'est ça, effectivement, on sort des premiers clous, c'est-à-dire qu'en gros... Alors, je vois ce que tu veux dire aussi sur la prise en charge et la manière dont ils seront pris en charge, mais la volonté de la plateforme, moi, c'est vraiment de pouvoir rétablir du lien correctement entre les patients et les chirurgiens dentistes. Donc, c'est vraiment d'être une plateforme, un outil numérique qui permet à chacun de bénéficier de... Nous, on génère, par exemple, ce qu'on appelle des conseils d'hygiène individualisés. C'est-à-dire qu'en gros, sur base d'un bilan bucco-dentaire, on va être capable de dire... Alors, on va très loin dans ce qu'on est capable de faire, mais sur base de scan intraoral, je suis capable de mesurer tout de suite et de manière automatique le diamètre en fait entre les dents et de te dire c'est telle dimension de brossette interdentaire, etc. Ah bon qu'il faut passer. Ouais. Mais ça, c'est des algos qu'on a développés. Ouais. Donc, après, il y a des différentes marques de brossettes interdentaires qui sont à taille égale, pas forcément équivalentes. C'est ça, mais du coup, en fait, nous, on a juste la taille. Donc, bien sûr, après, on laissera la main. Non, mais c'est pour dire, en gros, tout ce qu'on a en fond. Jusqu'où on peut aller, quoi. Jusqu'où on peut aller, tout ce qu'on a déjà fait, nous, en fait, hein, donc dans l'analyse de tout un tas de data et de données. Et donc, on va être capable de remplacer aussi le dentiste sur les choses... alors, toi, t'es paro, donc t'es peut-être sensible aux techniques d'hygiène et de machin qu'on peut dispenser aux patients. Mais en OMI, j'en connais pas beaucoup qui prennent le temps d'expliquer comment il faut bien brosser, quelle brossette, etc. Oui. Et donc, si on arrive à optimiser ça... Donc, en fait, le développement des outils, en gros, que j'entreprends de faire, va permettre de mieux organiser les parcours de soins, mieux prendre en charge les personnes, mieux les coordonner, mieux les orienter, mieux... Donc, je veux dire, c'est l'ambition, en tout cas, qu'on a, nous, aujourd'hui. Et donc, sur la prise en charge des seniors autonomes, nous, c'est un truc qu'on traite tout de suite, là, en ce moment. Comment on fait, comment on s'y prend, parce qu'effectivement, le volet prévention, nous, c'est que ça doit intervenir avant qu'ils soient institutionnalisés, quoi. Enfin, avant qu'ils soient en établissement, avant qu'ils soient hospitalisés, avant qu'ils soient... tout ça. Donc, c'est un vrai sujet de développement qu'on a en fond. Mais... Et pareil pour les personnes qui peuvent être des personnes jeunes et qui sont en situation de handicap. Alors ça c'est déjà un sujet qu'on traite, parce que pour nous, c'est moins hors des clous, parce qu'en fait,
ils sont pareil, Ouais. sensibles, enfin ils ont Éligible, à la il y aura majoration. Et en fait, les réseaux, il y a des associations sur le territoire qui font déjà un travail absolument incroyable de prise en charge, de coordination. Je pourrais en citer quelques-unes, mais elles font vraiment quelque chose de super. Et donc, en fait, on viendra juste potentialiser, nous. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. À partir de cette année, là, février, on démarre avec des associations et on vient potentialiser leur activité, quoi, leur rayonnement, la manière dont. Ouais. Charles, j'ai encore une question. Ouais. Pourquoi Lovis? Est-ce que tu es fan de Pokémon? Non, pas du tout. Enfin, j'ai bien aimé Pokémon, mais c'est parce que c'est le prénom de mon fils, avec un V, Ah, écrit avec l'ancien. On a mis du temps à trouver un nom, on n'y arrivait jamais. Puis il y a un moment donné où j'ai tout arrêté en me disant de toute façon que c'était pas le nom qui faisait la réussite. clair. Et que voilà, donc j'avais qu'un fils à l'époque, maintenant j'ai une fille, donc quand je ferai, parce que je fais aussi une brosse à dents, tu sais, je sais pas si tu as vu passer ça, mais j'ai déposé des brevets et je suis en train de développer les premiers dispositifs médicaux, donc c'est une brosse à dents sur mesure, donc conçue sur mesure pour chaque bouche, capable de brosser les dents d'une même arcade en 10 secondes, donc à la base destinée aux Ouais. handicapés, mais qui sera tout à fait possible pour tout le monde. Donc c'est une vocation. Et donc cette deuxième entreprise s'appellera Alvan, pour le prénom de ma fille qui s'appelle Alban. Et je mettrai un V au milieu aussi pour des soucis d'équité. Et il n'y aura pas de troisième enfant parce que je m'en sortirai pas sinon. Tu vois, je dis ça parce que quand j'ai tapé, je suis tombée en premier lieu sur un site, enfin De comme Pokémon. comme Wikipédia, mais pour Pokémon. Moi, je savais même pas que ça existait. Ouais. Et donc Lovis, c'est le teigneux. Ouais, je sais. Ouais. Et, Je l'ai vu. et je Ça me suis allait dit, très bah, bien. finalement, ça va bien aussi, Bah ouais. quoi. Mais tu vois, on finit par recouper tout un tas de trucs sympas. Je pense que c'est comme l'astrologie. Je sais pas si tu y crois, mais tu sais, quand tu regardes un peu ton truc, ah bah ouais, c'est moi ça. C'est moi, ça. Ouais. Bah, j'y crois pas trop. Moi, je suis Ah, moi non je suis plus. assez pragmatique. Mais bon. Bon, bah, écoute, pour conclure, on a quand même un métier qui est génial, quoi. Ah oui, bah ça, non, mais ça oui. Ouais, mais Quand après, on moi, trouve notre place et quand on trouve... c'est ça. C'est toute subtilité étant voilà, toutes les cases étant cochées, en vrai, c'est vrai que. Non, mais en vrai, ouais, je me demande si c'est pas partout pareil. Hein. Est-ce que. Enfin, je l'ai assez dit. Je trouve que j'aimais mon métier. Ça va peut-être faire écho pour ceux qui aiment pas, quoi, en mal, je sais pas. Mais. Non, ouais, je trouve. Je sais pas quoi te dire. En vrai, je suis d'accord, en fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'on a un métier fabuleux. Mais vraiment, il est riche, il est épanouissant. On peut faire. Enfin, je veux dire. C'est Non, mais savoir l'organiser, savoir oser peut-être ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Et il y a des personnes qui se sentent un petit peu obligées, pour répondre à une demande ou à une situation un peu désertique, bah de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ça, je pense que c'est triste et c'est délétère aussi, quoi. C'est terrible. Honnêtement, moi, j'ai plein d'empathie avec les gens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans ce métier-là. J'ai des copines, des très bonnes copines, qui, même étudiantes, pensaient à tout arrêter à la fin. Et puis, je peux pas m'empêcher, moi, de me dire que c'est hyper triste qu'ils aient pas réussi à trouver leur équilibre dedans. Après, bon, je veux dire, je suis pas non plus devin, et peut-être que l'avenir est beaucoup plus clément pour eux et qu'ils seront encore plus heureux et plus épanouis que s'ils avaient réussi. Mais c'est vrai qu'avec je trouve qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant les études, on n'est pas assez accompagné, je dirais, sur l'épanouissement professionnel, la manière dont on peut mettre en place certains outils, dont on peut se prémunir en fait de certains soucis aussi. Bien sûr, après humainement, on est tous inégaux aussi, mais je veux dire, on devrait quand même avoir dans le cadre de formation un certain nombre d'éléments qui traitent de la psychologie ou même de la compta, de la gestion. C'est des vrais sujets, et c'est dommage que tout le monde, ou ceux qui en ont le plus besoin, disons, puissent pas en bénéficier de manière standardisée. Ça commence un petit peu à arriver, ouais. Bon, Charles, merci Bah, infiniment. C'est moi, plaisir. Je sais qu'on va se revoir cette année, donc à bientôt. À bientôt.
Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage, le générique Soul Blue Tango est de Monica. Les portraits d'Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.